D'abord, sur la question du budget et le paradoxe que vous avez évoqué, je voudrais quand même remettre en perspective quelques chiffres. Ceux que vous avez annoncés sont des chiffres, alors désolé d'être peut-être un peu technique, mais en euros courants et non pas en euros constants. Et quand on regarde dans le dossier de presse du ministère, quand le ministère se vante d'avoir abondé les crédits de la mission depuis 2017, c'est vrai en euros courants, plus 14% depuis 2022, c'est très peu et c'est faux en euros constants. C'est-à-dire quand on enlève l'inflation, puisque c'est de l'ordre de 1,77%. Ensuite, quand on regarde le budget, il faut enlever la question des pensions. Parce que les pensions occupent très logiquement une place importante dans le budget. Et quand on enlève les pensions, on voit l'évolution des moyens qui est effectivement consacrée au fonctionnement du système éducatif. Or, quand on enlève les pensions, le budget de la mission augmente de 0,42% en euros courants, mais baisse de 1% en euros constants. Donc je ne crois pas qu'il y ait de paradoxe. Il y a au contraire la preuve qu'il n'y a pas eu d'investissement dans l'éducation nationale, en tout cas pas à la hauteur des enjeux. Ce constat, on peut le faire pas seulement sur la question du budget, mais aussi sur la question des postes, en ce qui concerne le second degré. Et ça rejoindra la question de la démographie. Depuis 2017, le second degré a connu une augmentation de près de 8000 élèves dans le second degré. Dans le même temps, c'était près de 8000 suppressions de postes de professeurs dans le second degré. Donc moi, j'entends beaucoup parler de priorité à l'éducation, de boussole démographique. D'abord, c'est faux qu'il y a une boussole démographique, puisque si la boussole avait été démographique, quand nous avons connu une augmentation des effectifs d'élèves, il y aurait dû avoir une augmentation du nombre de postes d'enseignants, ce qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas parler de paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe, il y a des choix politiques qui ont été faits, qui ont consisté à ne pas investir suffisamment dans l'éducation nationale. Je vais répondre aussi sur la question de la démographie, sur comment envisager les choses à 10, 20 30 ou 30 ans. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de faire des projections démographiques. Et jusqu'ici, quand nous avons demandé au ministère de travailler à une échéance de 5, 10 ou 15 ans, par exemple avec les travaux de l'INSEE, cela n'a jamais été accepté. Il serait peut-être bon qu'on se mette autour de la table, non pas pour faire un plan pluriannuel de suppression de postes, mais bien pour voir quels sont les besoins dans les territoires et de pouvoir avoir une vision fine de ce qui se passe ici ou là. Sur la question du pacte, puisque ça a été évoqué, je ne fais pas exactement la même lecture du rapport de la Cour des comptes, puisqu'il me semble que le rapport de la Cour des comptes, par exemple, sur la question du remplacement de courte durée, pointe l'incohérence qu'il y a à mettre des professeurs qui ne sont pas dans la même discipline ou qui ne sont pas de la même classe. Si ma mémoire est bonne, le rapport de la Cour des comptes parle d'ailleurs de discontinuité pédagogique en parlant des remplacements de courte durée. Donc c'est bien là qu'on voit que la solution n'est pas dans le pacte pour assurer les remplacements de courte durée, d'autant plus que le problème principal, et là aussi les chiffres le montrent, est davantage sur les remplacements de moyenne et de longue durée, ce qui implique d'avoir les personnels, et notamment les TZR, les titulaires sur zone de remplacement, pour assurer ces remplacements. Je voudrais dire un mot de la formation initiale, même si là aussi les choses, en espérant avoir un peu le temps de dire quelques mots, il n'était pas dans mon propos de dire que l'université n'était pas en mesure, en tout cas n'avait pas les moyens de bien former les étudiants, mais là aussi de mettre les choses en perspective. En quelques années, en raison de la diminution des volumes horaires à l'université, on voit bien que le niveau atteint par les étudiants qui sont aujourd'hui à Bac+3, en L3, correspond à ce qu'avaient comme maîtrise des savoirs les étudiants en L1 au début des années 90. Donc aujourd'hui, on va recruter à Bac+3, mais à un Bac+3 qui a été diminué de ses horaires disciplinaires et avec des élèves qui seront issus du bac Blanquer. Sur le bac Blanquer, où ils ont dû faire des choix, ils ont dû renoncer à un certain nombre de disciplines, ce qui là aussi affaiblit le bagage disciplinaire. Donc vous comprendrez notre crainte. Et il y a également une crainte sur la formation initiale des enseignants. Je parlais des viviers. Quand on regarde les chiffres, par exemple sur le CAPES de lettres modernes, on a à peu près 50% des étudiants qui viennent d'un master dans le cadre de l'INSPE. Mais on a 24% des étudiants qui, eux, sont hors INSPE, donc qui ont suivi une formation disciplinaire. Est-ce que la formation initiale telle qu'elle est prévue ne va pas décourager ces étudiants qui s'inscrivent dans un parcours long de maîtrise de la discipline? C'est une crainte que nous pouvons, en tout cas, que nous avons. Sur la question très rapidement du baccalauréat, vous avez évoqué, monsieur le député, le fait qu'il y ait 60% de bacheliers qui échouent à la fin de la première année. Pour nous, ce n'est pas un constat d'échec, parce que tout le monde a le droit de se tromper. Je ne sais pas ici autour de la table qui savait déjà ce qu'il voulait faire au baccalauréat ou à Bac+1, et donc se réorienter à la fin, se tromper à la fin de la première année, c'est absolument pas scandaleux. Ça ne doit pas être un indicateur de l'échec de notre système
système éducatif. L'indicateur de la réussite de notre système éducatif, c'est de regarder ce que deviennent les bacheliers à Bac+3, à Bac+5. Et de ce point de vue-là, force est de constater qu'avec une diversité de parcours, on arrive quand même à mener les élèves et les étudiants à des parcours de réussite. Et je terminerai par un point. Je suis en désaccord avec l'idée qu'on mesurerait l'efficacité d'un système éducatif au fait que le taux de réussite du baccalauréat diminuerait. Moi, je pense que c'est au contraire tout à l'honneur du lycée public, de l'école publique et du service public d'éducation de faire réussir plus d'élèves, d'amener plus d'élèves au niveau du baccalauréat avec un niveau d'exigence qui est quand même bien réel. Je défie quiconque autour de cette table de faire une dissertation en 4 heures sur la coordination des politiques économiques dans l'Union européenne, puisque ça fait partie des sujets que nous abordons en sciences économiques et sociales.